Ellen Benson est une scientifique spécialisée dans la vie extraterrestre et une mère célibataire élevant le fils de son défunt mari. Chez elle, elle s'efforce d'être une mère exemplaire, mais ce n'est pas facile. Le garçon est difficile, renfermé, et il n'arrive pas à créer de lien. Leur soirée tendue est interrompue par un appel téléphonique énigmatique. La voix à l'autre bout du fil refuse de donner son nom, se contentant de l'avertir que quelqu'un vient la chercher et qu'elle doit se préparer à un départ immédiat. Avant qu'elle ne puisse comprendre la situation, des lumières clignotantes apparaissent devant sa fenêtre. Lorsqu'Hélène ouvre la porte, elle se retrouve face à des agents du FBI lui ordonnant de les accompagner jusqu'à une base militaire. Aucune explication, pas le temps de préparer ses affaires. Elle n'a pas le choix et obéit, laissant son fils à la garde d'une voisine. Malgré son inquiétude croissante, ses questions restent sans réponse. Tout ce qu'on lui dit, c'est que la situation est urgente, critique, et même avec une escorte policière complète et les routes dégagées, on la transporte comme si elle détenait des secrets d'État ou qu'elle était la présidente elle-même. Arrivée à la base, elle est immédiatement transférée dans un hélicoptère militaire en direction d'un lieu encore plus sécurisé. Entourée d'inconnus, Hélène comprend vite qu'elle n'est pas seule. Des scientifiques de divers domaines ont été rassemblés. Leur mission, enquêter sur une menace mondiale en développement et protéger l'avenir de l'humanité. En arrivant sur le site secret, Hélène assiste à une mobilisation militaire massive, des troupes déplacent de l'artillerie lourde et l'air est chargé de tension. Quelque chose de grand se prépare. Elle aperçoit un visage familier dans la foule, le docteur Michael Grenier, un ancien collègue. Avec son aide, Hélène réussit à contourner la sécurité et à cacher son téléphone portable, mince lien désespéré avec son fils. Enfin, lors d'un briefing à huis clos, la vérité éclate. Un objet mystérieux s'approche rapidement de la Terre sur une trajectoire anormale. Les experts pensaient d'abord qu'il passerait inoffensivement à des millions de kilomètres, mais l'objet a changé de cap comme s'il était piloté. Ce n'est pas un astéroïde. C'est autre chose, et cela fonce droit sur Manhattan. Temps estimé avant l'impact, 1h18. 8 millions de personnes se trouvent dans la zone d'explosion. Avec si peu de temps, l'évacuation est impossible. Tous dans la zone font face à une mort certaine. Les scientifiques et l'armée ne peuvent que se préparer aux conséquences et prier pour pouvoir les contenir. Dans un moment de calme, Hélène s'enferme dans les toilettes et appelle Jacob. Sa voix tremble lorsqu'elle parle à son fils, incertaine de le revoir un jour, ou même de survivre à la prochaine heure. C'est un adieu qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire. Un agent de sécurité finit par la retrouver, mais au lieu de lui confisquer le téléphone, il lui demande discrètement s'il peut passer un dernier appel à sa propre famille, vivant dans la zone 0. À quelques minutes de l'impact, l'armée tente de lancer des missiles nucléaires, mais aucun n'atteint sa cible. L'objet spatial ne présente aucune signature lumineuse, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un astéroïde, mais de quelque chose de bien plus étrange et terrifiant. Certains scientifiques avertissent qu'une collision à cette vitesse ne détruirait pas seulement une ville ou une région, elle pourrait provoquer l'effondrement complet du monde tel que nous le connaissons, voire anéantir la Terre elle-même, rendant tout effort pour sauver l'humanité inutile. Une simple bagatelle face à une force inarrêtable. Puis, contre toute attente, une lueur inversée apparaît. Tout le monde se prépare à l'explosion, qui ne survient jamais. Des témoins signalent que l'objet ralentit, même si scientifiques et militaires s'attendent toujours au pire. Bientôt, l'objet devient visible dans l'atmosphère, une immense sphère lumineuse ralentit progressivement. À un moment, elle s'arrête presque, flottant doucement au-dessus du sol, avant d'atterrir en douceur dans Central Park, à New York. Des hélicoptères transportant scientifiques et soldats armés sont les premiers sur les lieux. Les contrôles de radiation révèlent seulement de faibles variations, confirmant que l'objet ne présente pas de danger immédiat. En s'approchant, Hélène et les autres scientifiques ressentent une énergie étrange, comme si l'objet tentait de communiquer. Quand la poussière et le brouillard se dissipent, ils découvrent une énorme sphère lumineuse de l'intérieur, défiant toute explication. Quelques instants plus tard, la police et l'armée américaine encerclent l'objet. Lorsqu'il commence à émettre une lumière blanche éclatante, Hélène s'avance. À l'intérieur, elle aperçoit une silhouette s'approchant lentement d'elle. Sans peur, elle tend la main, jusqu'à ce qu'un soldat paniqué ouvre le feu, blessant la créature. L'extraterrestre s'effondre dans les bras d'Hélène. À cet instant, un colossal biorobot noir nommé Gore surgit de la sphère, dégageant une agressivité intense et prenant le contrôle de la technologie terrestre. Il coupe le réseau électrique et désactive toutes les armes terrestres avant de s'immobiliser. Les scientifiques se précipitent pour évacuer l'extraterrestre blessé vers un site secret. Ils comprennent que tuer cet être n'est pas la solution pour communiquer avec une intelligence extraterrestre. Un chirurgien de renom est appelé pour sauver la créature et retirer la balle. En travaillant sur le corps gris pâle, le médecin constate que la peau se détache comme une combinaison protectrice plutôt que comme de la chair véritable. En dessous, il trouve des tissus, des muscles et des os ou une anatomie presque identique à celle d'un être humain. Après avoir retiré les couches extérieures et extrait la balle, les scientifiques comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un extraterrestre ordinaire, il avait quelque chose d'étrangement humain. Quelques heures plus tard, la créature commença à avoir des difficultés à respirer dans la chambre à oxygène, ne se calmant que lorsqu'elle aperçut Hélène. Pendant ce temps, la Terre faisait face à une série de crises financières et politiques. Les marchés boursiers s'effondraient et les dirigeants mondiaux étaient saisis de peur. Le président des États-Unis et les plus hauts responsables se réfugièrent dans des bunkers à travers le pays, confiant le contrôle à la secrétaire à la Défense, Regina Jackson. Figure forte et autoritaire, elle n'en demeurait pas moins visiblement ébranlée. Les communications par satellite étaient coupées. Les extraterrestres avaient piraté les systèmes de données, accédé aux installations nucléaires et désactivé les satellites américains de défense antimissiles en orbite autour de la Terre. L'humanité semblait désormais sans défense et vulnérable face à un ennemi d'une puissance inimaginable. Lorsque Regina arriva à la base secrète, elle rencontra l'extraterrestre, tentant de comprendre ses objectifs et ses intentions. Il ignora ostensiblement la secrétaire à la Défense, comme s'il peinait encore à s'adapter à sa forme humaine.
Hélène tenta également de communiquer avec lui et, contre toute attente, il répondit. Il s'appelait Clatu et se présentait comme un messager d'une coalition de civilisations extraterrestres. Clatu refusa de dialoguer avec le représentant d'un seul pays et insista pour s'adresser à une session spéciale des Nations Unies. Il était prêt à révéler la mission des extraterrestres, mais uniquement aux dirigeants de toutes les nations ou une demande que la secrétaire américaine à la défense rejeta aussitôt. Refusant tout dialogue constructif ou négociation, Regina ordonna à son équipe de trouver un moyen de forcer Clatu à parler. Comme son corps ressemblait à celui d'un humain, la secrétaire à la défense autorisa l'usage de sérums de vérité pour obtenir des informations sur leurs intentions à l'égard de la Terre. Clatu déclara que cette planète n'appartenait pas à l'humanité et que les ambitions humaines pour la Terre étaient largement exagérées. Lorsque l'armée chercha à obtenir des réponses par tous les moyens, Hélène fut la seule prête à aller jusqu'au bout mais il apparut rapidement qu'elle bluffait. Elle injecta à Clatu une fiole de solution saline qu'elle avait volée et l'exhorta à s'enfuir. Par la suite, Clatu répondit néanmoins à quelques questions de la secrétaire à la défense, révélant que Gore était un biorobot activé uniquement pour contrer la violence. Constatant qu'ils avaient besoin de plus de renseignements, les militaires attachèrent Clatu et le branchèrent à un détecteur de mensonges. Resté seul avec un technicien, Clatu fut soumis à des questions de routine pour évaluer ses réactions. Il ignora l'interrogatoire et révéla des capacités surnaturelles. Dès qu'il toucha l'appareil, il le prit en main en utilisant des ondes radio, neutralisant à la fois l'équipement et le technicien. Ayant désormais le contrôle, Clatu interrogea ses geôliers, découvrant les codes des portes et les itinéraires d'évasion les plus rapides. Il pirata les caméras de sécurité pour suivre les mouvements des gardes et utilisa un dispositif sonique pour neutraliser une douzaine de soldats. Déguisé en technicien, il quitta la base secrète sans être inquiété et remarqua qu'Hélène s'échappait elle aussi, portant un bocal contenant son matériel biologique. Cherchant à respecter le protocole, la secrétaire à la défense lança un confinement total de la ville. La police patrouillait autour des bâtiments gouvernementaux, des aéroports et des gares. Des centaines de vols furent annulés, piégeant toute la population à l'intérieur de la ville. La tension fit éclater disputes, conflits et bagarres. Clatu observa le déroulement des événements, réalisant que les humains étaient plus sauvages que les animaux. Après avoir vu les informations, il fut frappé par l'ampleur de la cruauté humaine. Soudain, il remarqua du sang s'infiltrant à travers sa chemise, puis s'effondra. Un peu plus tard, Hélène reçut un appel du commissariat lui disant qu'il détenait son ami. D'abord confuse, elle arriva pour découvrir qu'il s'agissait de Clatu. Elle amena son fils, inquiète pour sa sécurité, mais l'extraterrestre lui assura qu'il ne voulait faire de mal à personne. Clatu demanda de l'aide et exigea qu'on lui rende le bocal contenant son matériel biologique, dont il avait besoin pour soigner ses blessures. Ce soir-là, Hélène conduisit Clatu dans un café pour rencontrer un informateur. En route, le petit Jacob laissa échapper qu'il détestait les extraterrestres et pensait qu'ils devraient tous être éliminés. Il ne savait pas que Clatu en faisait partie, et l'extraterrestre fut troublé par une telle cruauté. Après tout, le peuple de Clatu n'a rien fait pour mériter la mort. Hélène demande à Clatu d'être patient avec son fils, lui expliquant que l'enfant a perdu son père et a besoin de repères. Un peu plus tard, Clatu rencontre Monsieur Wu. Il s'avère que Wu est un extraterrestre arrivé sur Terre en 1928. Il a atterri sur une montagne au cœur de l'Inde, où un alpiniste l'a découvert et aidé à s'adapter à la vie terrestre, lui permettant de commencer à envoyer des données sur la planète. Pendant des décennies, il a étudié les humains afin de répondre à une question, méritent-ils d'être sauvés ou détruits? Monsieur Wu admet que les hommes sont terribles, autodestructeurs et cruels. Ils ne respectent pas la planète ni ses ressources, passent leur temps à se battre et à faire la guerre, détruisant à la fois leur propre espèce et les autres formes de vie. Wu est convaincu que l'humanité ne peut pas changer et qu'elle mérite d'être anéantie. Pourtant, il refuse de partir car il aime les humains. En réalité, le compagnon extraterrestre de Clatu pense qu'il y a quelque chose de bon chez les humains qui vaut la peine d'être préservé. Pendant ce temps, l'armée tente d'éliminer Gore. Leurs drones et leurs armes échouent complètement. En réponse, Gore pirate les drones et les utilise pour détruire des chars et d'autres équipements militaires. Constatant que l'affrontement direct est inutile, le commandement change de tactique. Grâce à des boucliers de protection, ils enferment Gore dans une capsule métallique et le transfèrent de New York vers une base militaire en dehors de la ville. Ils effectuent tous les tests possibles, mais rien ne fonctionne. L'alliage de Gore est trop solide et résistant. Ils ne peuvent ni endommager sa coque, ni accéder à ses systèmes internes. Quelques heures plus tard, Clatu demande à être conduit dans la forêt. Cela semble étrange, alors Hélène le suit. Elle le voit activer une autre sphère extraterrestre, plus petite. Cela déclenche le déploiement de sphères similaires partout dans le monde. En les examinant de plus près, les scientifiques et l'armée découvrent que ces sphères contiennent diverses espèces terrestres qui quittent la planète. Le commandement américain, observant la scène, y voit une version moderne de l'Arche de Noé, ce qui signifie qu'une frappe extérieure est imminente. L'apocalypse est proche et les humains n'ont pas été invités, ce qui veut dire qu'ils doivent être détruits. Tandis qu'Hélène regarde la sphère quitter l'atmosphère terrestre, elle tente à nouveau de parler à Clatu. Elle espérait qu'il était venu pour aider l'humanité et la planète, mais ce n'est pas le cas. Les humains ont eu la possibilité de se corriger, mais ils ont échoué, ils détruisent la planète et doivent être éradiqués en tant qu'espèce. La raison ? Il existe très peu de planètes dans l'univers capables d'abriter une vie complexe. Comme les humains conduisent la Terre à la catastrophe, ils doivent être exterminés. Peut-être qu'un jour, des civilisations extraterrestres repeupleront la planète et lui redonneront vie. Hélène essaie de convaincre Clatu que l'humanité peut changer et ne mérite pas la destruction, mais ses paroles s'effacent face à la dure réalité des actes humains. Un policier arrive sur les lieux et menace Clatu avec une arme. En légitime défense, Clatu le tue à l'aide d'une voiture, puis le ramène à la vie. Clatu n'est pas cruel et ne veut pas de victime, il est prêt à ressusciter même quelqu'un qui était davantage un obstacle qu'une menace.
Espérant trouver un moyen de faire changer d'avis l'extraterrestre, Hélène conduit Clatu chez Karl Barenard, un mathématicien lauréat du prix Nobel. Grâce à ses connaissances exceptionnelles, Clatu réécrit la formule de Karl, lui offrant une solution révolutionnaire à l'un des problèmes les plus difficiles des mathématiques. Pendant ce temps, Jacob insiste toujours sur le fait qu'il faut tuer l'extraterrestre pour sauver la Terre. Lorsque sa mère le rejette, le garçon décide d'agir seul. Au cours de leur conversation, Karl pose la question cruciale, comment les extraterrestres ont-ils changé et appris à apprécier la valeur du monde qui les entoure? Clatu explique que leur propre monde était aussi en train de mourir, mais que la perspective de l'extinction les a forcés à évoluer pour survivre. Karl suggère que l'humanité pourrait faire de même si elle était poussée au bord du gouffre. Il les exhorte à ne pas priver les humains de cette chance, ils doivent comprendre par l'expérience la valeur de leur planète et de ses ressources. Leur conversation est soudainement interrompue par le bruit des hélicoptères de l'US Air Force qui approchent. Sentant une intention hostile, Clatu, Hélène et Jacob se préparent à fuir. Avant leur départ, Karl demande à Hélène de convaincre Clatu de ne pas détruire l'humanité, non par des paroles, mais par des actes. Cachée dans la forêt, Hélène tente de suivre Clatu, mais Jacob s'enfuit dans une autre direction. Il s'avère que le garçon a regardé les informations du soir et a vu la photo de Clatu signalée comme recherchée par le gouvernement. C'est lui qui a communiqué leur position, espérant que l'armée tuerait Clatu et empêcherait l'apocalypse imminente. Hélène essaie de convaincre Jacob qu'il a commis une énorme erreur, mais à ce moment-là, des soldats l'enlèvent et disparaissent dans un lieu inconnu. 2 autres hélicoptères tentent d'attaquer Clatu, mais il les détruit sans effort. Seul et terrifié, Jacob essaie de retrouver le chemin de la maison, mais il se perd. Lorsqu'il croise à nouveau Clatu, il s'éloigne de l'extraterrestre. À un moment, il manque de tomber d'un pont, mais Clatu le sauve. Pendant ce temps, Hélène est emmenée dans une base militaire et placée sous haute surveillance. Elle exige d'être libérée, arguant que Clatu ne peut communiquer qu'avec elle. La secrétaire à la défense ignore ses avertissements, convaincue que le gouvernement sait mieux gérer la situation. Dans la base secrète, l'armée emprisonne Gore profondément sous terre et effectue divers tests, mais un technicien commet une erreur critique. Gore commence à se désagréger en millions de minuscules nanorobots semblables à des insectes. Ils détruisent tout sur leur passage et peuvent même percer le verre blindé. L'armée tente de l'incinérer, mais sans succès. Gore se libère de ses entraves, se transforme en un gigantesque essaim de nanorobots et ravage la base, réduisant en poussière tous ceux qui s'y trouvent. À l'extérieur, chars et avions tentent d'arrêter le nuage, mais c'est inutile, les forces armées ne peuvent rien contre lui. Les nanorobots forment un immense nuage qui se propage dans toutes les directions, y compris vers New York. En quelques instants, des millions de micro-robots dévastent tout sur leur passage, en particulier tout ce qui est d'origine humaine. Constatant qu'aucune arme ne peut arrêter la menace, la secrétaire américaine à la défense libère Hélène, amenée au quartier général, et l'autorise à tenter de convaincre Clatu de prévenir la catastrophe. Pendant ce temps, Jacob et l'extraterrestre se rendent dans un lieu doté d'un téléphone pour contacter Hélène. Leur point de rencontre est un cimetière où est enterré le père du garçon. Jacob supplie Clatu de ramener son père à la vie, mais c'est impossible, les extraterrestres ne sont pas tout puissants. Submergé par l'émotion, Jacob éclate en sanglots. Hélène le réconforte, lui rappelant qu'elle est là et qu'elle le sera toujours. Observant cette scène émouvante à distance, Clatu admet qu'il y a quelque chose de bon dans l'humanité et qu'elle mérite une chance de changer. Cependant, l'extraterrestre insiste, pour une véritable transformation, les humains doivent repenser complètement leur mode de vie. Lorsqu'il aperçoit le nuage de nanorobots se répandre, Clatu comprend que le temps est compté. Le seul moyen d'empêcher l'extinction de l'humanité est d'atteindre la sphère centrale avant les nanorobots. Hélène et son ami Michael avancent, mais un point de contrôle militaire leur barre la route. Ils le franchissent de force et voient les soldats commencer une poursuite, rapidement interrompue non par peur, mais à cause d'un ordre présidentiel de frappe aérienne. Un missile touche leur véhicule, tuant tragiquement Michael. Clatu, Hélène et Jacob échappent à l'épave et se mettent à l'abri sous un pont. Peu après, Jacob commence à saigner et l'état d'Hélène se détériore. Clatu réalise que les nanorobots ont infiltré leur corps et les tuent de l'intérieur. Hélène le supplie de sauver au moins son fils, mais Clatu extrait les nanorobots des deux et les absorbe en lui. Totalement décidé à donner une chance à l'humanité, l'extraterrestre s'avance dans les SEM de robots et atteint la sphère pour la toucher. L'activation de la sphère détruit les nanorobots, mais provoque simultanément l'arrêt de toute technologie sur Terre. La sphère quitte ensuite la planète, laissant à l'humanité la possibilité de repartir à zéro à l'âge de pierre, sans internet, électricité ni technologie moderne.